bien évidemment que les historiens ont cette volonté de travailler sereinement, sans pression venant de toutes parts. C'est normal, dans une discipline scientifique, d'avoir cette revendication-là. Et les affaires Pétré-Grenouillot et la polémique sur la loi votée à l'Assemblée nationale qui reconnaissait le rôle positif de la colonisation, vous vous rappelez, c'était en 2005, avait créé un émoi auprès de cette profession-là. Liberté pour l'histoire s'était manifestée, etc., etc. Un certain nombre d'historiens avaient condamné ces choses-là. Alors, si la première affaire, l'affaire Pétré-Grenouillot, relève selon moi d'un repli corporatiste de certains historiens, puisque les poursuites n'ont même pas été maintenues contre l'historien Pétré-Grenouillot, qui est un spécialiste de la traite négrière. La seconde affaire, sur le rôle positif de la colonisation, était une dérive condamnable du Parlement. Les députés n'ont pas apprécié la valeur positive ou négative d'un fait historique, surtout que la colonisation est clairement assimilable à un crime contre l'humanité. Chacun connaît les horreurs que cela a entraîné. Alors, bien évidemment, et ça nous a envoyé à une thématique qui est très importante en démocratie, c'est le rôle de l'histoire. Bien évidemment que l'histoire est un enjeu politique depuis toujours, et il est normal que dans une démocratie, les historiens veulent se protéger d'éventuelles ingérences, de manipulation de leur travail, d'un dirigisme étatisé. C'est le propre des dictatures d'ailleurs d'établir une histoire officielle, et d'ailleurs les dictatures imposent une histoire fantasmée, artificielle souvent, pour satisfaire l'ego d'un chef, une idéologie, pour protéger l'unité nationale, au risque de faire de l'histoire une discipline vouée à la gloire du nationalisme imposé par la puissance publique. En gros, la crainte légitime de certains historiens français, eh bien, c'est que la France se rapproche de la Turquie en termes d'histoire. Voilà, c'est ça. Mais très sérieusement, la situation est quand même vachement différente entre la Turquie et la France. La première des différences, c'est qu'il n'y a pas d'histoire officielle imposée en France, du moins pas de manière nationaliste et coercitive. Je m'explique, en France, il n'y a aucun sujet que les historiens ne puissent étudier. Il n'y a aucun sujet de recherche en France. Il y a des sujets tabous, il y a toujours des sujets tabous, puisque on vit dans une société humaine. Mais il n'y a pas un sujet interdit par la loi. La loi française ne les interdit d'aborder aucun sujet de recherche. Par contre, en Turquie, je ne vais pas vous citer l'article 301 et tout l'arsenal judiciaire qui interdit de parler de certains pans de l'histoire turque, et plus généralement, qui interdit de déroger à l'histoire officielle, à l'histoire du gouvernement, de l'État profond. Parler de ces sujets-là, c'est se mettre en péril. Je pense à Rajib Zarakolu et à tous les gens qui sont en prison en Turquie, parce qu'ils n'ont pas été en accord dans leur recherche avec l'histoire officielle, fantasmagorique de la Turquie sur son propre passé. Mais s'il y a des arguments qui sont louables auprès de ces historiens-là, qui veulent bien évidemment protéger leur profession, et ce qu'ils doivent faire, il y a aussi une logique corporatiste de la part de certains historiens. Là aussi, je mets une nuance. Certains historiens voudraient être les seuls à être exonérés de l'empire de la loi. Mais les historiens sont des justiciables, des citoyens comme les autres. Les avocats, lorsqu'ils font mal leur travail, lorsqu'ils outrepassent leurs attributions et qu'ils enfreignent la loi, qu'ils enfreignent les valeurs que peut tolérer une société, ils sont condamnés par la justice. Les médecins, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent être inquiétés par la justice. Les policiers aussi peuvent être inquiétés par la justice, même dans l'exercice de leurs fonctions. Même les journalistes, on n'est pas très loin des historiens, ils font des enquêtes aussi. Ils peuvent être attaqués pour diffamation dans le cadre de leur travail. Personne n'est au-dessus de la loi et les historiens ne devraient pas l'être non plus, c'est mon avis. Puis il faut rappeler que les lois antinégationnistes ne doivent pas n'inquiètent en réalité que les négationnistes. Un historien qui prouverait dans ses travaux que le génocide des Arméniens ou la Shoah n'ont pas existé, il ne risque rien. Le négationniste, ce n'est pas un historien qui analyse l'histoire différemment. Le négationniste est un falsificateur de l'histoire, et dans le meilleur des cas, c'est un historien malhonnête avec l'histoire, et franchement, un historien malhonnête avec l'histoire, ce n'est pas un historien. Alors, personne n'est au-dessus des lois, à mon avis, et de l'avis de tous les gens que tu as cités, et des gens que j'ai cités aussi, même les historiens. Dans la logique corporatiste aussi, on a constaté avec la pétition Liberté pour l'Histoire, qui disait à l'époque, je peux vous rappeler de cette pétition, c'était une pétition qui avait été reprise par un certain nombre d'historiens, qui disait, du collectif Liberté pour l'Histoire, qui disait en filigrane,
avec de manière un peu démagogique et avec une forme relevant plus de la présentation de slogans plus que de la réflexion, que l'histoire devait être réservée aux historiens. Voilà. En Turquie, le slogan nationaliste, c'est la Turquie aux Turcs. En France, c'est la France aux Français. Et ben, eux, c'est l'histoire aux historiens. Voilà. Alors, pour ces historiens, ce n'est pas au Parlement d'écrire l'histoire, mais ce rôle est celui des chercheurs en histoire. Très bien, ça a l'apparence de la logique. À cet argument qui a l'apparence du bon sens, mais qui est dénué de cohérence en réalité, il faut opposer que le Parlement se prononce sur les questions liées à tous les domaines de la société, quasiment. Il n'y a pas que les économistes qui traitent d'économie, il n'y a pas que des médecins qui peuvent traiter de santé, il n'y a pas que des écologistes qui auraient droit de parler d'environnement. Et puis, s'il n'est pas contestable que le génocide des Arméniens est un fait historique, il est aussi indéniable que c'est un fait juridique. Le concept même de génocide est une notion de droit inventée par un juriste, Raphaël Lemkin, qui l'a d'ailleurs inventé notamment pour le cas des Arméniens. Le Parlement français a d'ailleurs voté une loi qui reprend les conventions internationales sur la lutte contre les génocides. Il y a donc un article du Code pénal français, qui est l'œuvre du Parlement, qui pose l'infraction de génocide en droit interne. Si le Parlement est capable de voter une infraction de génocide, il est donc capable de traiter du génocide des Arméniens et des autres. Il sait ce que c'est qu'un génocide, puisqu'il a interdit par la loi le génocide en France. Les génocides, de manière générale, dans le Code pénal. Et puis, n'en déplaise à certains contradicteurs de la loi, en France et dans les démocraties de manière générale, c'est au Parlement et à la représentation nationale de décider ce qui est interdit et ce qui ne l'est pas. Et en l'occurrence, l'Assemblée nationale, le 22 décembre, a décidé, comme elle l'avait fait en 2006, eh bien qu'en France, le négationnisme ne faisait partie des choses qui devaient être interdites. Voilà. Enfin, pour répondre aux attaques de ces quelques historiens, je dis bien ces quelques historiens qui prétendent représenter toute leur profession, les historiens n'ont pas été inquiétés une seule fois par la loi Guesso. C'est ce que tu disais, Alex. Et c'est ce que dit Serge Klarsfeld. D'ailleurs, Serge Klarsfeld, que tu citais, a prouvé que la loi Guesso n'empêchait pas le travail des historiens, puisque lui, il a prouvé qu'il n'y avait pas 6 millions de juifs massacrés pendant la Seconde Guerre mondiale, mais que 5 millions. Voilà, peu importe en réalité. Mais quand on fait un travail historique, on ne risque rien. Donc, voilà. Les historiens n'ont pas été inquiétés par la loi Guesso, ils ne seront donc pas inquiétés par la nouvelle loi qui a été votée, qui j'espère deviendra définitivement force de loi le 24 janvier prochain, puisque c'est un calque de la loi Guesso qui rajoute les génocides reconnus par la loi. Alors je le répète, seuls les négationnistes ont à s'inquiéter, pas les historiens. Alors, j'aimerais revenir sur le cas de Pierre Nora quand même, parce qu'on en parle souvent, mais il faut dire qui c'est. Dis-nous tout. La théorie des gens de Pierre Nora, déjà Pierre Nora c'est quelqu'un qui fait du lobby. Il est allé voir les parlementaires, il est allé voir le gouvernement, à l'époque lorsqu'il y avait la décision 4 de l'Union européenne qui allait être votée au niveau européen, Pierre Nora était allé faire du lobby. C'est-à-dire que c'est un historien qui va faire du lobby dans les organisations internationales quand même. Il avait peur de cette décision cadre, il avait d'ailleurs raison d'avoir peur, puisque la loi votée le 22 décembre qui interdit le négationnisme du génocide des Arméniens est le fruit de cette décision cadre. Donc dès le début, il luttait contre la pénalisation du négationnisme du génocide des Arméniens. C'est son cheval de bataille. Clairement, il était contre la loi Guesso, puis il a revu sa position, et voilà, c'est un peu un acharnement. Alors cette exclusivité soudaine réclamée par certains porte-parole autoproclamés des historiens comme Pierre Nora paraît très étrange d'ailleurs. Quand on sait que les historiens français se sont jusqu'à présent largement désintéressés de la question du génocide arménien. Il n'y a quasiment aucun historien français qui a parlé du génocide arménien. Parmi les historiens contre la loi, aucun n'a étudié le génocide dans ses travaux. Ces historiens-là, veulent être les seuls à traiter d'un sujet qu'ils n'ont jusqu'à présent jamais voulu étudier. C'est quand même le comble. Sans parler de ce Pierre Nora, qui a une position très ambiguë sur le génocide des Arméniens. Vous vous souvenez peut-être, lorsqu'il comparait le génocide arménien au meurtre de Mouche. Vous vous rappelez de ça ? C'était sur France Inter, le 12 octobre 2011. Il disait « Si vous écrasez 3 mouches, on peut aussi parler d'un génocide. » Voilà, le génocide arménien, c'est l'écrasement de 3 mouches. C'était déjà un peu scandaleux. C'était d'ailleurs pas le premier dérapage du personnage. Il avait en 2006 tenu des propos infamants à l'encontre de la communauté arménienne. Je vous passe les détails parce que c'était nauséabond. Il semble refuser systématiquement d'ailleurs de dire le mot génocide pour le cas des Arméniens. Sa dernière tribune dans le Monde.fr
je cite, loi mémorielle pour en finir avec ce sport législatif purement français, qui a d'ailleurs suscité plein de réponses, que j'ai cité moi, que tu as cité toi, de gens qui disaient, déjà, c'est pas un sport législatif du Parlement français, et en plus, c'est pas des lois mémorielles. Voilà. C'est hors sujet. Voilà. Mais les arguments qu'il développe dans cette tribune, et qui d'ailleurs il développe tout le temps, sont exactement les mêmes que ceux de l'État turc. Il y a cette connivence idéologique entre l'historien français Pierre Nora et l'État turc. C'est pas très glorieux, franchement. Hein. Alors, cette loi serait électoraliste pour satisfaire les Arméniens de France, selon lui, hein, avant les présidentielles. Alors, c'est faire fi du fait qu'il y a autant de Français d'origine turque que de Français d'origine arménienne, voire même un peu plus, et que les députés qui ont voté le texte du 22 décembre et même celui de 2006, sont majoritairement des élus qui n'ont pas d'Arméniens dans leur circonscription. Alors voilà. Enfin, parmi les détracteurs de la loi, voilà, j'en finirai avec ça, il y a ceux qui se présentent comme des droits de l'hommistes. Il est fréquemment soulevé que ce serait une loi liberticide qui serait contraire à la liberté d'expression. Alors parlons-en de la liberté d'expression. À cela, les juristes qui ont pris part au débat, les militants des droits de l'homme, y compris en Turquie d'ailleurs, les philosophes, les sociologues répondent que dans une démocratie, le négationnisme ne peut pas être érigé en symbole de la liberté d'expression. Le négationnisme, c'est pas la phase ultime, c'est pas le symbole de la liberté d'expression. Aucune liberté n'est totale et tous les droits fondamentaux sont soumis à des limites. Par exemple, le droit de propriété, c'est un droit important. Ben, il s'arrête là où la propriété des autres commence. Ce qui est à vous est à personne d'autre. La liberté d'entreprendre, la liberté de commerce et d'industrie. On a le droit de monter un commerce, mais il faut payer des impôts. On a le droit de monter un commerce, mais on n'a pas le droit de monter n'importe quel commerce. La santé, enfin la bioéthique, la recherche de la bioéthique, qui est une liberté fondamentale de recherche, elle est soumise à des limites. On n'a pas le droit au clonage, on n'a pas le droit à la recherche sur les embryons, les lois bioéthiques, la liberté d'aller et venir. C'est une liberté fondamentale, mais elle a des limites. La liberté de manifester a des limites, la liberté de réunion a des limites. Même le droit fondamental le plus connu, le droit à la vie, même le droit à la vie a des limites que le droit pose. Par exemple, l'avortement, l'euthanasie dans certains pays d'Europe. Alors la liberté d'expression, qui est un droit fondamental aussi, eh ben, elle a quelques limites. La diffamation, l'insulte publique, la diffusion de fausses informations. Vous vous rendez compte que dans l'arsenal législatif français à l'heure actuelle, quelqu'un qui publie la photo d'une star embrassant une autre star dans un magazine People risque plus devant la loi que quelqu'un qui crache sur l'histoire d'un peuple. Le négationnisme. D'ailleurs, l'article 11 de la Déclaration, c'est pas moi qui le dis, c'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, prévoit la possibilité de restreindre cette liberté par la loi lorsque cela est nécessaire, comme c'est le cas notamment pour le racisme et la diffamation, pourquoi pas dans le cas du négationnisme. En résumé, selon la jurisprudence française et celle de la Cour européenne des droits de l'homme, le négationnisme, ce n'est pas la liberté d'expression. Le négationnisme est une atteinte à la dignité des individus qui sont visés par celui-ci. Je disais juste avant, à tort, que tous les droits fondamentaux avaient des limites. Ce n'est pas totalement vrai. Il y a un droit qui ne peut souffrir d'aucune limite. Le seul droit fondamental qui n'a pas de limite, c'est le droit à la dignité, justement. Et c'est le droit dont on peut se prévaloir pour lutter contre le négationnisme. Dans l'affrontement que certains veulent nous imposer entre liberté d'expression et dignité humaine, eh bien, c'est la dignité humaine qui est considérée comme indérogeable par le droit. Donc voilà, la réponse a été faite par la doctrine juridique, elle a été faite par la jurisprudence, elle a été faite partout. Donc ces arguments sont, comme on dit en droit, nuls et non avenus. Voilà. Et rendez-vous le 24 janvier, parce que c'est là où les choses vont se décider. On espère que, eh bien, enfin, le négationnisme du génocide des Arméniens, comme le négationnisme de tous les génocides, sera interdit par la loi française.